Un degré de conscience, le rendez-vous environnement de France Info avec vous, Emma Aziza, bonjour. Et bonjour. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. On va prendre le large, aujourd'hui parler de l'océan, puisque le 4 mars dernier, il y a eu un accord à l'ONU, qualifié d'historique par beaucoup, sur la préservation des océans de la haute mer. Il s'agissait d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les eaux internationales. Oui. Bref, on parle de la haute mer. Qu'est-ce que c'est que la haute mer déjà, Emma Aziza ? En fait, la haute mer, il s'agit d'une zone océanique qui appartient à aucun État. Donc, on est vraiment au-delà des bordures littorales. Elle débute à environ plus de 370 km au large et ça correspond en réalité à 60% de tous nos océans, c'est-à-dire en gros un quart de la planète. Et donc, ce traité sur la haute mer, à quoi va-t-il servir concrètement ? Alors, sur le principe, en fait, la dimension internationale, ça permet de protéger ces aires. C'est des choses dont on a déjà parlé. Ça donne un statut. Exactement. Que ce soit sur l'Antarctique ou le fait d'avoir internationalisé cette zone, ça évite son exploitation. On parlait de fleuve à la frontière entre deux pays, par exemple. Il y avait un flou, on pouvait y faire un peu n'importe quoi, donner un statut. Ça permet de corriger le tir. Exactement. En tous les cas, ça permet d'avoir une vision bien au-dessus et à l'ONU de pouvoir essayer de mettre la main dessus et de le protéger. Dans la réalité, on se rend compte que ces zones-là sont internationales déjà, mais elles ne sont aujourd'hui contrôlées par personne. Alors qu'en réalité, eh bien, nos 5 océans révèlent une biodiversité qui est absolument incroyable, de nos plus grands cétacés jusqu'au plancton qui en réalité est derrière le premier collecteur de notre carbone. Et puis la base de la chaîne alimentaire aussi, j'imagine. Exactement. Donc il faut comprendre que ces planctons qui sont invisibles à l'œil nu, eh bien, nous fournissent la moitié de l'oxygène que nous respirons et donc ont comme double intérêt en prime d'être un puits de carbone par excellence. Et donc là, on parle clairement d'une solution avec ce traité aux Nations Unies. Ça va permettre de déclencher des choses très concrètes pour préserver ces zones qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant ? Oui, l'objectif, c'est vraiment de protéger ces espaces marins qui ne le sont absolument pas aujourd'hui. Les pollutions pullulent dans nos océans. Ce sont vraiment le réceptacle de grandeur nature de tous nos modes de vie. Et donc, même la vie présente aujourd'hui se voit complètement avalée par des filets gigantesques électrifiés pour mieux alimenter toutes nos filières. Donc, nos océans aussi s'acidifient, on en parle déjà souvent. Mais il faut comprendre que seulement 1% de la haute mer aujourd'hui fait l'objet de mesures de conservation. Donc on espère avec ce dispositif monter à 30% pour protéger les eaux internationales. C'est un grand défi, mais au moins on commence à dire les choses, à poser les bonnes questions et à se dire qu'il va falloir aller aider ces zones-là. Donc une fois n'est pas coutume, on a commencé par la solution avec ce traité. On verra concrètement ce que cela va engendrer. On a bien compris l'enjeu, c'est la biodiversité. Et il y a des parties de l'océan aujourd'hui qui manquent de cette biodiversité, qui sont presque devenues des eaux mortes, c'est ça ? Alors, on a des zones qui sont considérées comme des zones entièrement mortes. On en recense aujourd'hui 400 à travers tous nos océans. Il y a encore 20 ans, on en recensait 150. Donc, on voit qu'il y a une évolution colossale. Et donc, il faut comprendre qu'à un moment donné, on a des zones qui s'asphyxient complètement, qui manquent d'oxygène. Plus aucune vie ne peut exister. Et donc, c'est un problème majeur. Et ça se situe d'ailleurs en grande partie très très loin de nos yeux, puisque c'est aussi en haute mer. Et quel est le fautif, Emma Aziza ? C'est l'activité humaine, la pression de l'activité humaine sur la biodiversité ? Et oui, là encore, effectivement, c'est nos modes de vie qui se retrouvent dans nos océans. Et nos océans manquent de cet oxygène. C'est un phénomène qui est connu depuis les années 80. On l'observe à peu près entre 50 et 400 mètres de profondeur. Les eaux de surface sont moins exposées parce qu'elles sont mieux oxygénées, notamment, et plus ensoleillées en interface avec l'air. Mais il faut comprendre que normalement, c'est des phénomènes qu'on voyait plutôt en bordure de côte parce qu'on a tous nos déchets qui arrivent dans ces aires. Et là, on voit que, eh bien, on retrouve ces aires et ces problématiques beaucoup plus loin. Donc, on a un vrai problème. Et souvent, on se rend compte en réalité de la catastrophe une fois que c'est trop tard, parce qu'on a des milliers d'animaux marins qui s'échouent dans certaines zones. Et à ce moment-là, on se rend compte que, eh bien, en réalité, ça manque cruellement d'oxygène et c'est une nouvelle ère que l'on découvre. Et d'un mot, on imagine qu'il y a aussi l'enjeu de la pêche, voire de la surpêche. Il y a cette question aujourd'hui de la pêche au chalut, de certaines techniques. Hervé Berville, qui s'occupe de toutes les questions liées à la mer au gouvernement français, lui s'est dit par exemple opposé à la fin du chalut, du chalutage. Est-ce que c'est ce genre de mesures qu'on pourrait prendre, interdire certaines techniques de pêche, sans parler forcément du chalut, qui pourrait améliorer la situation ? Et oui, c'est-à-dire qu'on considère vraiment nos océans comme un nouvel espace où on va pouvoir aller l'exploiter massivement, que ce soit sur nos bords de nos côtes ou bien beaucoup plus au large. Ça, faut changer de logiciel. On se rend compte qu'à un moment donné, il va
va falloir les préserver. On a besoin de toute cette chaîne, on a besoin de les préserver et ça fait partie de ce traité qui pourrait nous aider. Et on voit à quel point, quand on regarde ces eaux mortes, à quel point le principal responsable, ça reste quand même l'humain. Et quand on regarde qui est responsable dans l'humain, eh bien, ce sont principalement nos pesticides et nos fertilisants agricoles. On sait déjà qu'ils polluent nos nappes, ils polluent nos rivières, nos fleuves, mais finalement tout ça finit par couler dans nos océans et la raison de ces zones mortes dans les océans, eh bien cela vient là encore de nos pesticides. Et donc pas seulement du tout la question de la pêche, merci à vous. Merci. Emma Aziza avec nous tous les week-ends pour 1 degré de conscience, rendez-vous environnement de France Info.